Bonjour, bienvenue à tous. Alors nous sommes pour le moment toujours dans l'attente de Kenneth White. Alors ce que je propose, c'est que Laurent, qui le connaît très bien, nous parle de Kenneth White. Laurent est directeur de la collection Improbable des éditions Vagamundo, collection qui a édité le dernier Kenneth White. Alors Laurent, en attendant l'auteur, tu peux peut-être nous parler un petit peu. Bien volontiers. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir une assemblée nombreuse, qui l'aurait peut-être été d'ailleurs plus si le mur était extensible. Je sais que Kenneth White avait une grande émotion de venir être présent en ce lieu qui a été historiquement un lieu Gauguin, donc séjourné. Alors, j'ai une double présentation à faire vis-à-vis de ma rencontre avec Kenneth White. D'abord éditeur de la revue Lisière qui a une vingtaine d'années, j'ai publié en 2014 un entretien avec lui, enfin ce petit fascicule donc à la revue Lisière. Et puis grâce à l'accueil de l'éditrice Christina de Mello, qui dirige l'édition Vagamundo depuis 2008, une nouvelle collection est née qui s'appelle Collection Improbable. Vous voyez que là on est confronté à l'improbable. Et donc on y fait face avec l'espoir évidemment de l'arrivée imminente de l'auteur de Borderland, qui est donc son dernier ouvrage, dernier livre publié à ce jour. Évidemment, il sera infiniment plus habilité que moi à en parler. Mais enfin, j'ai accompagné, on va dire, les pas de cet ouvrage de près à plus d'un titre. Lecteur de la première heure, j'ai vu le manuscrit évoluer, et puis ensuite, directeur de collection, j'en assume avec fierté l'honneur, puisque c'est le premier livre qui ouvre une nouvelle collection. Alors, peut-être je peux vous dire en introduction, sans connaître le plan de la conférence de Kenneth, vous dire un petit peu ce que moi j'ai appris plus récemment, même par rapport à l'époque où j'avais fait Lisière avec lui. Lisière, c'est une revue d'art interdisciplinaire, et théoriquement, j'aurais pu beaucoup le questionner en direction de l'art, mais c'est un auteur qui a une telle richesse de connaissances, de champs d'investigation, que je me suis plus, non pas restreint, mais enfin j'ai plus abordé l'entretien avec lui sur différents thèmes, littéraires, poétiques bien entendu, mais également historiques. C'est un de ces grands thèmes d'approche, notamment à travers un livre comme Au large de l'histoire, qui est un livre qui a quelques années, je ne sais plus trop le dater, 2 années, voilà, c'est une publication récente chez un éditeur qui est Le Mot et le Reste. D'ailleurs, ils sont sur la table, voilà, ça ne va pas être compliqué à vous les montrer. Donc, Au large de l'histoire, qui est, vous voyez, un livre épais, un livre un peu somme, et qui, à mon avis, fait pendant à un autre livre dont on a la chance qu'il ait été réédité très récemment, qui est Le plateau de l'Albatros. Alors, dans ces 2 livres, il y a un point commun, c'est qu'il y a une grande part qui est consacrée à l'esthétique, c'est-à-dire à l'abord de l'art, art musical, art plastique, et notamment l'art très contemporain, avec principalement 2 landartistes américains très célèbres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc dans l'approche de Lisière, on a finalement peu parlé d'art, mais dans la préoccupation de Kenneth White, l'art les arts plastiques, on va dire, ont une grande place. D'où sa proposition personnelle, qui est d'aborder le thème de la conférence d'aujourd'hui, de Gauguin à la géopoétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces 2 pôles, où nous conduisent-ils? Alors, Gauguin, bon, je vais laisser pour l'instant provisoirement le sujet en retrait, mais la géopoétique, c'est une invention, on va dire, conceptuelle de Kenneth White, qui date de loin, qui date de son premier voyage, d'un voyage dans le nord du Canada, où au gré d'une pérégrination physique, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé physiquement dans le monde, beaucoup d'entre vous, j'en suis convaincu, le connaissent par la lecture, ces voyages, et il a eu cette intuition de ce concept géopoétique. Bon, comme les 2 mots l'indiquent, géo et poétique, on va marier la géographie à la poétique. Et cette vision comme ça généreuse, cosmologique du monde, elle l'a conduit, je dirais, à s'intéresser et à œuvrer dans tous les champs de la culture. Non seulement le champ poétique et littéraire, et même philosophique, qui sont vraiment sa base, son socle, mais également le champ de l'art, le champ, on peut dire, des arts. Et donc, j'ai appris qu'il a fait comme ça plus de 150
livres d'artistes auxquels il a contribué en tant que poète, en tant qu'auteur, accompagnant des créateurs et parfois faisant œuvre avec eux. Il a même une pratique, on va dire, de quelques dessins, et même initialement, il faut savoir qu'à un moment, je ne sais pas si on va dire qu'il s'est vu peintre, mais il a peint. Il y a dans, je ne sais plus quel ouvrage, il a reproduit, c'était dans une intéressante exposition qui a été présentée à Rennes, dans la médiathèque de Rennes. Il y a eu une présentation de tableaux Tennessee White où il peint sa cabane. Bien, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Je dois dire que, et ce n'est pas une langue de bois, mais c'est un plaisir pour moi de me retrouver à Pont-Aven. Avant tout, je remercie l'association Vagamundo, en la personne de Christina De Mello, pour l'invitation à ces journées de Pont-Aven. Je remercie la pension Gloanec, en la personne de Marie-Josée Le Gall, pour son hospitalité. Et je vous remercie vous, tous et toutes, pour votre présence. En intitulant cette conférence de Paul Gauguin à la géopolitique, je n'entendais, et vous vous en doutez, aucune filiation directe entre Paul Gauguin et la géopolitique. Ce n'est pas mon propos. Je pense seulement que ce que j'ai appelé, depuis un certain temps maintenant, quelques décennies en fait, la géopoétique, il faut toujours bien articuler le mot, et je me permets de dire le champ de pensée, bon disons un des champs de pensée, mais j'aurais tendance à dire le champ de pensée, la théorie pratique, la plus profonde et en même temps la plus ouverte qui existe aujourd'hui. Et que Gauguin est un de ses prédécesseurs. Si je m'intéresse à l'écriture, je m'intéresse aussi, presque autant, je mets un petit presque, à la peinture, dans laquelle je suis plongé aussi. Donc, aucune filiation directe, mais Gauguin très proche, surtout, j'espère que c'est ça que vous allez voir, dans la lecture que je fais de son œuvre. J'utilise exprès le mot lecture, vous allez voir pourquoi. L'œil ne suffit toujours pas, il faut qu'il soit très lié au cerveau. Bref, je ne définis pas ce soir la géopolitique. Pour ceux que la géopolitique intéresse, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant. Autrement, il y a un assez gros livre, 350 pages, sur la question de la géopolitique, le plateau de l'Atlas, Introduction à la géopolitique, introduction littéraire, philosophique et politique en fait. Et un autre livre qui concerne la géopolitique, c'est Au large de l'histoire. Au large de l'histoire. Ces deux gros livres sont les documentations centrales sur la géopolitique. Mais ce que je vais faire, c'est suivre le chemin d'un certain questionnement, celui de la géopolitique, de sa quête, questionnement, quête, j'ai tendance à les associer, chemin qu'a suivi à sa manière Paul Gauguin. En premier lieu, je viens utiliser des mots questionnement, quête. En premier lieu, donc, je vais poser quelques questions. Ils vont se poser des questions. Et je vais commencer par celle pensée. Je vais plonger profond tout de suite. La question que pose le philosophe qui préférait des mots comme penseur au mot philosophe. Et moi, j'ai tendance à parler de poète-penseur. Mais disons le philosophe, par aller vite, Martin Heidegger, dans son introduction à la métaphysique. Donc je commence dans la métaphysique. Et Paul Gauguin n'en était pas loin, comme vous allez voir tout à l'heure. Vous le savez, certains d'entre vous déjà. Alors, dans son introduction à la métaphysique, qui date de 1935, Heidegger dit ceci. Et ceci concerne, je pense, tout le monde. On n'a pas besoin d'être métaphysicien pour se poser ce genre de questions. En un temps, le nôtre, où le dernier petit coin du globe terrestre a été soumis à la domination de la technique et est devenu exploitable à outrance, lorsque le temps
n'est plus que vitesse, instantanéité, simultanéité, et que le temps comme provenance, ce qui vient vers vous, a disparu de l'existence de tous les peuples, la question « Pour quel but? Où allons-nous? Et quoi ensuite ?» est toujours présente, à la façon d'un spectre, traversant toute la sorcellerie de l'histoire. Ça, c'est Martin Heidegger. Alors, c'est cette question métaphysique, je mets le mot entre guillemets, parce que métaphysique, dans mon utilisation du mot, n'est que le premier mot employé pour désigner une zone très complexe, qui est peut-être plus que métaphysique, mais c'est une autre question. Donc, c'est cette question que se posait, sans doute, de manière peut-être moins articulée, encore que Paul Gauguin articulait très bien, pensait très bien, mais disons la question qui se posait vaguement, peut-être autour de 1890, au moment où il songeait à quitter l'Europe pour s'installer à Tahiti. Tahiti d'abord, les Marquises, comme vous le savez, ensuite. Quand j'ai prononcé la phrase questionnante de Heidegger, pour quel but, où allons-nous et quoi ensuite, tout le monde a entendu, tout le monde dans cette salle a entendu comme en écho la question qui constitue le titre de la toile de Gauguin de 1897, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? C'est la question primordiale pour tout le monde. À cette question déjà posée, ajoutons-en, afin d'intensifier déjà le chant, une ou deux autres qui vont dans le même sens. Beaucoup de gens se sont posés ce genre de questions d'une manière de plus en plus intense à partir de la fin du 19e siècle, disons. Par exemple, après Heidegger, Henry Thoreau, le solitaire de la forêt de Walden aux États-Unis. Lui n'aimait pas trop le mot États-Unis, Amérique, préférait Amérique, moi aussi. Je peux être américaniste, mais je ne suis pas états-uniste. Alors celle de Henry Thoreau, ou Henry Thoreau si vous voulez, elle était d'origine française, hein, Thoreau, avec une ascendance scandinave, Thor. Enfin bon, voici Thoreau. Thoreau, je prononce le TH. L'autre jour, j'ai fait un petit entretien à la radio à propos de cette soirée, et le journaliste me dit, on dit Kenneth ou Kenneth? Je ne voulais pas rentrer dans une grande discussion phonétique. Alors j'ai dit, si vous préférez Kenneth, dites Kenneth. Vous pouvez même dire Ken. Dire Ken. Alors il m'a dit, ah non, non, si je dis Ken, on ne vous reconnaîtra plus. Passons. Thoreau, donc. Voici Thoreau. C'est une très belle phrase. On parle de mystère. Encore un de ces mots très gonflés. On parle de mystère, mais, au lieu de parler de mystère, songez à notre vie dans la nature. Les rochers, les arbres, le vent sur notre visage, la terre solide. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Il reprend. Ou est-ce qu'il l'a inventé lui-même? C'est possible. Parce que je ne connaissais pas. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Je pense que c'est la question de Thoreau lui-même. Il n'y a aucune référence directe à Gauguin. Mais la question est dans l'air. Et j'en ai fait 3 preuves là. À quoi j'ajoute, et je peux continuer, pour finir, et pour faire le lien entre l'art plastique et visuel, celle posée par Leo Frobenius au début de ses études de morphologie culturelle. Que voyons-nous? Comment voyons-nous? Pour voir ce qui se passe, ce qui a lieu, et je choisis mes mots surtout les plus simples, parce que ce sont les mots les plus simples qui sont les plus chargés. Pour voir ce qui se passe, ce qui a lieu dans les dernières toiles de Gauguin, celle qui m'intéresse le plus, tout en gardant un souvenir ému de la peinture d'un petit village breton sur la neige. Donc, pour voir ce qui se passe, ce qui a lieu dans les dernières toiles de Gauguin, je propose d'écarter d'abord toutes les réponses faciles qu'a rencontrées la question radicale posée au début de cette investigation.
des réponses telles que la nécessité d'une renaissance spirituelle, encore des mots gonflés, un peu creux, le retour des dieux, on entend parler de ça, je passe, réenchantement du monde, bon, que sais-je, beaucoup de choses beaucoup de gens croient avoir des réponses à cette question en utilisant ces concepts-là, qui n'ont rien à voir. Alors je propose d'écarter aussi certaines manières de voir la peinture de Gauguin, comme ethnologie, peinture ethnologique, dit-on quelquefois, exotisme, n'est-ce pas? C'était le peintre de l'exotisme, au sens quelquefois assez simpliste de ce mot. Je propose aussi, pour une bonne lecture de Gauguin telle que je vais essayer de le faire avec vous et devant vous, je propose d'écarter l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, moi, à mon avis, c'est une discipline intéressante parfois, mais secondaire. J'écarte même l'esthétisme. Il s'agit de quelque chose qui est plus que beau, qui est beau, mais qui est plus que beau. Et c'est dans ce plus que je vais essayer de pénétrer. J'écarte aussi tout symbolisme. Ayant écarté tant de choses, c'est une vieille habitude avec moi, ayant écarté tant de manières de voir, que me reste-t-il? Alors c'est pour trouver ce qui reste à explorer, peut-être à définir, que je vais me tourner d'abord vers la philologie, le sens des mots, ce que signifient les mots. C'est par là que nous autres êtres humains, nous commençons. Il peut paraître bien sûr étrange, voire pour certains esprits inconvenant, d'aborder une étude picturale par la philologie, l'étude de la langue, du langage. Alors, ayant l'habitude de toujours chercher quand même quelque appui à mes extravagances théoriques, je me tourne vers un poète, Ossip Mandelstam, poète russe, qui dans son essai de la nature du verbe déclare, cet essai date de 1922. Voici ce qu'il déclare donc, Ossip Mandelstam. L'Europe sans philologie, l'amour du verbe, l'amour des mots, l'amour de la langue, du langage, l'Europe sans philologie, ce n'est même pas l'Amérique. L'Europe sans philologie, c'est même pas l'Amérique. C'est l'abomination de la désolation. D'autant plus que Mandelstam, et c'est ça qui m'intéresse chez lui, il voit le langage en termes de plasticité. C'est vrai qu'il y a une plasticité du langage. Toutes les langues ont leur plasticité, et le langage d'un poète ou d'un écrivain peut avoir sa plasticité aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup. Je continue sur Mandelstam. Le minerai phonétique se tarit. C'est vrai qu'il suffit d'écouter la radio. C'est ce qui se passe du point de vue langagier à la radio de nos jours. Ne parlons pas de la télévision. C'est abominable. C'est l'horreur, sauf peut-être quelques exceptions. Soit c'est ultra chiadier, soit c'est d'une vulgarité crasse. Avec un français plus que douteux. Le minerai phonétique se tarit. Ces gisements ont des limites, dit-il dans un de ses plus beaux livres, Voyage en Arménie. Et puis, au-delà de cette matérialité sonore, à partir de son étude des langues caucasiennes en particulier, Mandelstam entrevoit un réseau sémantique de base, un réseau de sens langagier de base. Je m'approche, sans en avoir trop l'air sans doute, de Gauguin, de Paul Gauguin. Lui aussi, il cherchait un réseau sémantique. Avec ces notions en tête, nous pourrions en rester au niveau de l'analogie. Paul Gauguin fait quelque chose comme cela. On pourrait se contenter de cela. Mais le fait est que Gauguin avait un rapport réel, vécu et pensé à la nature du verbe et à la philologie. Je vais en faire la preuve. On sait que au cours de l'année 1894, c'est-à-dire juste avant son départ pour la deuxième et définitive fois en Polynésie, Gauguin fréquentait les mardis, les rencontres de mardi, il y avait une rencontre hebdomadaire, donc fréquentait les mardis
est un des poètes les plus abscons, les plus abstrus, du moins dans une première approche, après c'est plus le cas, les plus difficiles, les plus puristes, disaient certains. Paul Gauguin fréquentait les rencontres hebdomadaires de Stéphane Mallarmé. Cela suffirait en soi à faire réfléchir un peu plus ceux qui seraient tentés d'interpréter des mots comme sauvage, barbare, primitif, que Paul Gauguin utilise, et moi aussi à l'occasion. Mais ça devrait faire réfléchir ceux qui seraient tentés d'interpréter ces mots, sauvage, barbare, primitif, d'une manière excessivement simpliste. Gauguin pensait sa peinture. Pour certains, ça c'est presque une hérésie. Je ne pense pas. Gauguin pensait sa peinture et avait toujours tenu à développer un maximum et à affiner ses facultés intellectuelles. Si vous lisez sa correspondance, mes facultés intellectuelles, c'est une phrase qui revient. Affiner ses facultés intellectuelles dans ses carnets polynésiens, la notion d'effort intellectuel revient fréquemment. Il va dire par exemple dans une lettre, être dans la dèche, en soi ce n'est pas grave, mais on est obligé de faire des choses qui empêchent de se concentrer sur ses facultés intellectuelles. Ça c'est Paul Gauguin, ce n'est pas Stéphane Mallarmé, mais ils sont dans la même ambiance. Il pensait donc sa peinture et avait toujours, et j'insiste là-dessus, à développer et à affiner ses facultés intellectuelles. Dans les conversations que j'imagine entre Stéphane Mallarmé et Paul Gauguin, je pense que beaucoup de gens ne sont même pas au courant du fait que ces conversations ont pu avoir lieu. Il a dû souvent être question de brise marine, le titre d'un des poèmes de Mallarmé, et d'exotique nature, c'est encore Mallarmé. Mais aussi, et surtout peut-être, d'un langage qui sortirait de ce langage passe-partout et aplatissant que déjà Mallarmé, à la fin du XIXe siècle, ne parlons pas d'aujourd'hui, que Mallarmé appelait l'universel reportage. J'insiste, passe-partout et aplatissant, sauf exception, toujours des exceptions. Il faut toujours laisser la porte ouverte aux exceptions. Je continue sur cette idée que Gauguin s'intéressait aux langues et au langage, et à la philologie. Peu de temps après son arrivée à Papeete, en juin 1891, Gauguin avait commencé chez Gaston Pilla, un instituteur habitant Peya, petit village à quelques 15 km au sud de Papeete. Il avait commencé un apprentissage du tahitien. Ce peintre veut d'abord apprendre le tahitien. Donc il commence l'apprentissage du tahitien, apprentissage qu'il put approfondir quand un auteur local lui prêta un livre auquel il tenait beaucoup, Les Voyages aux îles du Grand Océan de Jacques-Antoine Meurenhout. Ce livre publié à la librairie d'Amérique et d'Orient en 1837. Livre excellent. Livre dont Gauguin allait tirer non seulement une quantité de notes, matière à des essais, il écrit très bien, Paul Gauguin. Il écrit des essais, il écrit des livres, Noa Noa, avant et après, etc. Mais aussi des idées de peinture. Dans ce livre, il puise des idées de peinture. Des idées de peinture. Il n'est pas toujours devant le motif, comme les impressionnistes. Il a des idées de peinture, presque avant de peindre. Donc il puise dans ce livre des idées de peinture, tout un contexte artistique et intellectuel dépassant largement un simple mimétisme ethno-exotique. Voici Meurenhout. Cette langue et ses différents dialectes paraissent n'exprimer qu'avec difficulté les plus simples abstractions et doivent, afin d'y parvenir, parce qu'ils veulent y parvenir, avoir recours à des images physiques. Mais cet inconvénient les embellit en les enrichissant de figures et d'emblèmes. Cette manière de s'exprimer ne laisse pas que d'être très poétique.
chez Gauguin, il y a une poétique de la peinture. Vous voyez tous les mots avec lesquels j'essaie de tisser un réseau sémantique. Il s'agirait donc d'images physiques. C'est sans doute ce qui ressort d'abord de la peinture de Gauguin, une image physique. Mais, comme je dis au début de la conférence, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Mais aussi d'une abstraction poétique. Sans que, ce qui va arriver plus tard dans l'histoire de la peinture, sans que Gauguin fasse de l'abstraction pure. Mais il y a une abstraction. Sans oublier, je reviens à Møhrenhout, la théorie linguistique, dont Gauguin était au courant à travers Møhrenhout, et aussi à travers d'autres études qu'il faisait à Tahiti, à Paris avant. Donc sans oublier la théorie linguistique, selon laquelle le polynésien, la langue dravidienne de l'Inde, ainsi que certaines langues caucasiennes et le sumérien, appartiendraient, c'est une théorie linguistique qui m'intéresse beaucoup, mais une hypothèse, appartiendraient à un groupe primordial. Un groupe primordial, Gauguin devait écouter de toutes ses oreilles. Un groupe primordial associé, et là aussi, il écoute, une culture héliolithique primitive. Héliolithique, solaire et géologique presque. Lithique, primitive. Il essaye de lire, et je vais essayer de faire à sa suite, une langue solaire, imagée et colorée, en vue d'une abstraction qui reste à l'horizon. Voici Gauguin. La couleur, la couleur. Cette langue, j'insiste, permettez-moi d'insister, cette langue si profonde, si mystérieuse, langue de rêve, s'écrit Gauguin dans son essai sur Delacroix. C'est je mets ces mots entre guillemets pour le moment, c'est ce mystère, ce rêve, à mon avis il faut un autre vocabulaire, mais allons-y, ça va dans un premier temps. C'est ce mystère, ce rêve que Gauguin poursuit en Polynésie. C'est ce rêve qui lui fait écrire en lettres d'or, dans le tableau de 1893, Merahi metua no tehamana, 2 lignes de grands caractères inventés qui rappellent les bois parlants de l'île de Pâques. C'est le même rêve qui lui fait voir des lettres dans les feuilles mortes, des pandanus éparpillés sur le sol de l'île. Et il pousse cette langue, dont les sonorités et les signes sont partout, plus loin vers l'abstraction, en parlant dans une lettre à un de ses amis, Fontenas, de février 1899, de la couleur aussi en termes de musique. Les couleurs, se demande-t-il, n'auraient-elles pas aussi une analogie avec ces mélopées orientales chantées d'une voix aigre, accompagnement des notes vibrantes qui les avoisinent, les enrichissant par opposition? Beethoven en use fréquemment. J'ai cru le comprendre. Dans la sonate pathétique, par exemple. Vous allez souvent au Louvre, Fontenas. Pensons à ce que je dis. Regardez attentivement Cimabue. Pensez aussi à la part musicale que prendra désormais la couleur de la peinture moderne. La couleur qui est vibration, de même que la musique, est à même d'atteindre ce qu'il y a de plus général et partant de plus vague dans la nature. Alors là, je reprends cette phrase parce qu'elle est d'or. Atteindre ce qu'il y a de plus général, il ne s'agit pas de peinture d'objets en soi, ce qu'il y a de plus général et partant de plus vague dans la nature. On peut mettre à la place de vague, de plus abstrait dans la nature. Ce qu'il y a de plus abstrait dans la nature, lui, il le définit tout de suite comme sa force intérieure. Je relis cette phrase 3 fois. Ce qu'il essaie d'atteindre, c'est ce qu'il y a de plus général et partant de plus vague dans la nature, sa force intérieure. Nous sommes donc en présence d'un artiste dont le but est d'exprimer,
à travers des images physiques et au moyen d'une musique de couleurs, ce qu'il y a de plus général et partant de plus vague dans la nature, sa force intérieure. Mais le mot artiste est-il vraiment adéquat? À Paris, je reviendrai tout à l'heure pourquoi je dis ça, pourquoi je pose cette question. Parce que le mot artiste est quand même le reste utile, mais Gauguin essaye d'aller vers autre chose encore. Le mot artiste est-il adéquat? À Paris, Gauguin avait connu tous les avatars et toutes les manières de la vie d'artiste. Il était plongé là-dedans pendant un moment. Plongé aussi dans le milieu de l'art, hein, la vie d'artiste, comme on dit. Hein. Il y en a qui continuent à la vivre d'une manière pittoresque du côté de Montmartre. Gauguin la connaissait au moment de son apogée, fin 19e à Paris, plus qu'ailleurs. Il l'avait expérimenté, mais jusqu'au dégoût. Il en est dégoûté, et jusqu'à la révolte. Il dit, je ne peux pas perdre mon temps là-dedans, je vais aller ailleurs, je vais faire autre chose. Quand il part en Polynésie, il est à la recherche d'un autre statut, j'utilise ce mot, enlevant lui son côté collé-monté, mais autre chose que le statut de l'artiste. Il a autre chose en tête. Et c'est plus qu'un autre statut, c'est un nouvel être. Un nouvel être. J'explore un peu plus ce que j'entends dire par là. Ce que je veux dire par là. Dans ses voyages aux îles du Grand Océan, Meurenhout évoque la société des Arekoi. Meurenhout compare cette société aux associations d'Éleusis en Grèce et aux associations, au groupement Saïs en Égypte. Il décrit les Arekoi, artistes Arekoi, gardez quand même un peu l'association phonétique, il décrit les Arekoi comme initiés au mystère du dieu nommé Oro dans les îles de la Société, Mahawi aux Marquises, que je crois désigner plutôt le soleil. On laisse de côté Dieu et on met le soleil. Ces Arekoi, surtout ceux de la première classe, nommés les maîtres de l'art, en tahitien, avaient pour fonction de chanter la création. Chanter la création. Parcourant tout l'espace océanique, comme tous les Polynésiens, ils voyageaient beaucoup, et les Arekoi voyageaient encore plus que la plupart. Parcourant tout l'espace océanique, allant d'île en île, les Arekoi sortaient de leur retraite vers octobre, on est dans les îles du Pacifique, sortaient de leur retraite vers octobre pour célébrer le retour du soleil. On s'en rendait alors au Maraï, c'est les enclos de méditation, et l'on priait les puissances cosmiques, de revenir promptement du séjour de l'obscurité où il s'était caché. Le secret fait partie aussi de certains des grands mystères, comme on disait dans le temps. De l'obscurité ou de la mort, au Rohutu Noa Noa, le séjour de la lumière et de la vie. Le séjour de la lumière et de la vie. Je viens de prononcer le mot Noa Noa. C'est évidemment là, dans le livre de Meurenhout, que Gauguin a trouvé, qu'il est tombé sur ce concept de Noa Noa, qui est le titre, comme vous le savez, d'un de ses livres. Il a consacré un très beau livre à cette idée. Et je l'imagine, à la lecture de ce passage, rêvante à une réactualisation de la société des Arekoi. S'il avait pu fonder, comme il a été tenté, comme d'autres, de son acabit, une espèce d'académie de la peinture, mais en donnant à cette académie une force et une dynamique qu'elle n'a pas toujours, je crois qu'il aurait pu l'appeler l'Académie des Arekoi, ou des nouveaux Arekoi. Ces Arekoi, que je viens de présenter rapidement, mais en vous donnant, j'espère, une idée adéquate,
En fait, il les présente, ou un d'entre eux, dans une de ses peintures. Cette peinture, on l'intitule, quelquefois Gauguin donnait des titres, quelquefois il laissait donner des titres par d'autres, mais il aimait bien donner des titres lui-même, mais je ne suis pas sûr que celui-ci soit libre. Le tableau s'appelle dans les catalogues. Et il y a plus encore. Dans un tableau comparatif des langues océaniennes, Meurenhout, je reste un moment près de lui, indique que pour le mot homme, on dit tata, Tahiti, tata. Et ailleurs aux îles Sandwich, en Nouvelle-Zélande, tangata, tangata. Alors dans l'oreille de Gauguin, il a une oreille très fine et très ouverte. Dans l'oreille de Gauguin, au courant d'une certaine culture extrême orientale, très au courant même, art visuel et texte, pas fréquent à l'époque, ça ne pouvait pas, ces mots, tata, tangata, ne pouvaient que évoquer pour lui le mot sanskrit qu'il connaissait, dont il était au courant, tathagata. Tata, tangata, tathagata. Ce mot tathagata, littéralement parti ainsi, parti de cette manière, parti loin, toujours s'en allant, il y a tout ça dans tathagata, désigne l'être dans l'extrême bouddhisme, l'être qui a purifié le flux de sa conscience, qui a unifié, ça c'est encore plus fort, qui a unifié le corps, la parole et l'esprit, corps, parole, esprit, voilà l'union dynamique la plus forte, et qui a, à travers cette unité du corps, de la parole et de l'esprit, a atteint l'illumination. Gauguin était non seulement au courant du concept, comme je viens de le dire, mais aussi de toute l'iconologie le concernant. Il avait des photos, par exemple à Tahiti, il avait toute une photo de Borobudur, de temples, de monuments, de statuesques indiennes. Il emportait dans ses bagages justement des photographies, beaucoup de photographies, et notamment l'image du Tathagata sur la route de Bénarès et celle de l'illuminé, évoluant dans une notion de béatitude. Et c'est ce qu'il cherche, lui, Paul Gauguin, en Polynésie. Ce n'est pas seulement un exotisme de surface, il veut nager, essayer de nager dans un océan de béatitude et peindre cela. La Polynésie, vue profondément, fut pour Paul Gauguin le lieu d'une, je vais changer un peu de vocabulaire, mais je reste dans les mêmes parages, le lieu d'une océanisation de l'être. Il n'est pas enfermé dans son petit ego, il n'essaie pas de transcender son ego, il essaie de l'océaniser. Le lieu donc d'une océanisation de l'être. Ça c'est mon vocabulaire. Parvenir à la béatitude, son but, sa vision, c'est entrer dans le flux du grand océan, parler couramment son langage, y devenir fluent. C'est avec ce champ sémantique en tête, tout ce cheminement intellectuel qu'on vient de faire, que je vais me tourner maintenant plus directement vers la peinture même de Gauguin. Mais il fallait tout cela, à mon avis, pour bien la voir. Vers la peinture de Gauguin, il a des phrases absolument magnifiques dans ses lettres et dans ce qu'il appelait ses non-livres. Ma case, c'était l'espace, dit-il, magnifiquement. Ma case, c'était l'espace. Il dit ça dans une lettre, mais aussi dans Noir Noir. Ailleurs, il dit que ce qui l'impressionna d'abord à son arrivée sur Tahiti, c'était le silence. Le silence. Espace et silence. Pour moi, c'est les ingrédients de toute vie un peu profonde, et de toute art profond. Espace et silence. Tout ce qui a été peint, gravé ou sculpté dans l'atelier du tropique ne correspondait pas, je le dis, je le pense, ne correspondait pas toujours à ces grands espaces silencieux. Je veux bien que certaines toiles rentrent plus facilement que d'autres dans les catégories de la peinture ethnique, mythologique,
religieusement syncrétiste, décorative, etc. Ces mots qu'on trouve dans les catalogues et même dans certains. Ces concepts que j'ai écartés comme étant encombrants, inutiles pour une lecture profonde de l'art de Paul Gauguin. Afin d'y voir clair dans sa production, on pourrait parler, une présentation par étape que je propose, on pourrait parler, à mon sens, d'une période ethnologique au début, disons-le, une deuxième période plus abstraite, il n'est plus dans l'ethnologie et dans un autre contexte, et une troisième, porteuse d'une autre dimension encore, qui n'est qu'esquissée, mais formidablement esquissée. C'est cette troisième période qui m'intéresse plus particulièrement. Je pense à une série de tableaux peints entre 1897 et 1902, une période de 3-4 ans, 5-6, parmi lesquels le fameux « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» mais aussi « Nevermore », parler un peu anglais aussi pour le Gauguin, « Nevermore », il aimait beaucoup Edgar Allan Poe, le poète Edgar Allan Poe, dont un des titres est « Nevermore », le titre d'un poème. Vous voyez le contexte dans lequel il vivait, Gauguin. Et beaucoup de gens n'y pensent pas du tout, ne sont pas au courant. Donc Nevermore, d'autres tableaux du même acabit, à mon avis, Conte barbare, Femme sur le bord de la mer, Deux Tahitiennes et Femme à l'éventail. Je ne suis pas sûr que ce titre-là soit de Gauguin. Mais avant d'essayer de les lire, je propose encore une fois de considérer la grammaire, la syntaxe de la peinture elle-même. Voici Gauguin au travail. Premier stade de base. J'ai commencé à travailler, dit Gauguin dans Noa, notes et croquis de toutes sortes. Ça, c'est le côté un peu ethno. Tout, mais aussi déjà physique. Tout m'aveuglait, m'éblouissait dans ce paysage. Venant de l'Europe, j'étais toujours incertain d'une couleur cherchant midi à 14 heures. Cela a été cependant si simple de mettre naturellement sur ma toile un rouge et un bleu. Les couleurs premières en quelque sorte, un rouge et un bleu. Dans les ruisseaux, des formes en or m'enchantaient. Pourquoi hésitais-je, c'est ce premier stade, à faire couler sur ma toile tout cet or et toute cette réjouissance de soleil? Probablement de vieilles habitudes d'Europe. Toute cette timidité d'expression, c'est lui qui l'a dit. Cette timidité d'expression initiale n'a pas duré très longtemps, comme vous le savez. Bientôt, il peignait non seulement des plages roses, ça, il pouvait les trouver en Bretagne, des plages roses, surtout à certaines époques de la journée et de l'année, mais, comme dans Pastoral tahitien de 1892, des chiens rouges, déclarant à un critique d'art qui le lui reprochait. Le critique disait, mais monsieur Gauguin, voyons, vous ne pouvez pas peindre des chiens rouges. Gauguin répond, sont voulus absolument. Ils sont nécessaires. Et tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. L'espace se présentait en grands aplats complémentaires, couleurs complémentaires, rudement côtoyant les unes les autres, jaune et bleu par exemple. Le réel se désagrégeait de plus en plus en énergie colorée. C'est un champ d'énergie, la peinture de Gauguin. Le sujet, le thème, l'objet s'éclataient. Je poursuis ma lecture visuelle sans jamais la dissocier, mais vous avez déjà compris, d'une lecture intellectuelle. La grande toile, d'où venons-nous? Reprenons le titre, qui est tellement beau. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Pose la question générale. C'est la question générale. Et présente panoramiquement tout le contexte polynésien. C'est tout le contexte polynésien qui est dans cette toile, mais il y a beaucoup plus. La toile dit Conte barbare, plus spécifique, se divise en 3 stades. Vous n'avez sans doute pas cette peinture en tête,
mais peut-être que si, et vous avez sûrement des livres chez vous, vous pouvez vérifier si ce que j'ai dit est juste ou pas. Mais cette toile contre Barbare, moi j'ai beaucoup regardé et étudié Gauguin. La toile dite contre Barbare est plus spécifique et se divise en 3 stades, je propose. D'abord, il y a le stade de l'Européen. Il y a 3 figures. Il y a le stade de l'Européen, qui est un peu à l'écart, qui ne comprend pas grand-chose. Il regarde. Ça, c'est le premier stade. Ce premier stade cède à un deuxième, qui est celui d'une posture rituelle. Il y a une femme qui est dans une posture rituelle yogique, carrément indienne. Un peu tahitienne, mais très indienne. Une méditation, disons, noble, traditionnelle, mais peut-être un peu figée. Le troisième stade est celui d'une, c'était encore une femme, d'une béatitude libre, libre de tout rituel, même si le rituel pouvait être nécessairement donné, bien sûr. Le troisième stade est celui d'une béatitude libre, où, et ça c'est vraiment le tableau, les cheveux de la libérée se mêlent d'abord à des volutes de brume blanche, ses cheveux deviennent d'abord de la brume blanche, et ensuite à des fleurs roses. C'est-à-dire toute sa personnalité est en effusion et fusion avec le tout. Donc il y a les 3 stades. Et ce qui intéresse le plus de Gauguin, c'est très évidemment le troisième stade. On retrouve ces toiles, ces fleurs, dans la toile dite par commodité « Femme sur le bord de la mer ». C'est plat, comme ça. Je ne crois pas que ce soit du Gauguin. Femme sur le bord de la mer. Vous savez, le tableau breton auquel j'ai fait référence au début de ma conférence de breton, un village breton sur la neige, comme vous le savez, ça a été présenté dans une vente aux enchères à Tahiti comme Niagara. Parce que le gars qui le vendait avait retourné. Vous connaissez l'histoire. Donc les titres ne sont pas toujours de Gauguin. Alors, Femme sur le bord de la mer. Pour moi, il est absolument ahurissant que ce tableau ait pu porter dans tant d'expositions, j'ai vu des catalogues d'expositions, beaucoup, y compris dans des lieux supposés éclairés, ce tableau porte le titre de maternité. D'abord, la mère, parce qu'il y a une mère dans le tableau, mais la mère appartient à un groupe de 3 figures encore. Gauguin pense souvent au stade. Il y a 3 figures. Ensuite, pour l'œil qui sait lire, et c'est ce que nous essayons de faire, cette première figure occupe la position la plus basse. Pour les Arécoïs, pour revenir à eux, et Gauguin y pensait tout le temps, pour les Arécoïs, la maternité n'était pas une valeur en soi. Ils ne s'encombraient pas d'enfants. C'était un groupe, non pas d'ascètes, loin de là, mais ils ne voulaient pas de famille, ils ne voulaient pas d'enfants. En fait, ils allaient jusqu'à l'infanticide. Gauguin lui-même ne va pas jusque-là, mais il suit les chemins de cette pensée. Il a cette idée en tête. Il existe dans la présentation des 3 figures une ascension. Au-dessus de la femme qui porte un bébé, ça c'est très évidemment la mère, ceux qui appelaient la peinture maternité se sont arrêtés là, tandis qu'il y a 2 autres figures qui n'ont pas vu apparemment. Au-dessus de la femme qui porte un bébé, il y a une femme qui porte des fruits. C'est déjà une généralité plus large. Un haut degré de généralité en fait. Et quant à la 3e figure, c'est toujours celle qui intéresse Gauguin le plus, qui porte une guirlande de fleurs, c'est elle, encore une fois, la libérée, l'illuminée. On notera d'ailleurs une gradation, en termes plus spécifiquement culturels maintenant, on notera une gradation dans l'éclairage des visages. Celui de la mère est obscur. Celui de la porteuse de fruits est plus clair. Celui de la 3e figure est inondé de lumière. Le monde entier, en fait, se reflète dans son visage. Un monde entier.
éclairé, ouvert. Voilà de quoi il s'agit dans la peinture de Paul Gauguin et dans ce que j'ai essayé de dire. En art, tout dépend de deux facteurs de base, à mon avis. L'espace dans lequel on évolue. L'espace dans lequel on évolue. Et le niveau auquel on opère. Voilà les deux facteurs de base. C'est de cela que j'ai essayé de parler aujourd'hui à Pont-Aven, devant vous et avec vous. Et pour conclure, je voudrais prendre un peu plus de distance maintenant. J'ai fait beaucoup de zoom, maintenant je fais le contraire. Donc pour conclure, je vais situer Gauguin. Rapidement, mais non pas abusivement, je crois, dans la géographie de l'art. Je parlais tout à l'heure, au tout début, de l'histoire de l'art, qui ne me semble pas une discipline de premier ordre. Mais la géographie de l'art, oui, ça m'intéresse. Donc je vais le situer dans ce que j'appelle la géographie de l'art, depuis, grosso modo, dans la fin du XIXe siècle, qui fut un moment critique, très critique. Quand Monet, un moment de crise et de critique, ça va ensemble. Quand Monet quitte Paris, lui aussi il a envie de quitter Paris, pour Fécamp, dans un premier temps, en 1867, il fait l'apologie de la solitude, comme Gauguin. D'abord la solitude, ensuite on verra. Ou on ne verra pas, mais on va essayer. Une solitude, un exil, éventuellement un isolement. Donc l'apologie de la solitude, c'est ce que Monet fait, comme base nécessaire à tout travail d'envergure. À Paris, je cite Monet, à Paris, on est trop préoccupé de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Ce que je ferai ici aura au moins le mérite de ne ressembler à personne. Parce que ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti, moi, tout seul. Ça, c'est l'impressionnisme. Alors, on connaît les critiques. Je vais rapidement, je fais une géographie, peut-être même un peu d'histoire de l'art, vue de l'intérieur. Je passe donc rapidement de Monet à Picasso. On connaît sa critique moqueuse, celle de Picasso, de ce qu'on allait appeler l'impressionnisme. Voici Picasso. On voit qu'il pleut, on voit qu'il fait soleil, mais jamais on ne voit la peinture. Ça, c'est Picasso, critiquant l'impressionnisme et Monet. Alors, on pourrait dire qu'avec le cubisme et ses succès d'années, on ne voyait plus que la peinture. Il n'y avait plus le monde. On la voyait aussi, la peinture, se morceler et, dans beaucoup de cas, dégénérer en conceptuel. Manquait, en fait, un grand esprit synthétisant. Il y avait bien Miro, disant que ce qui compte en peinture, c'est la poésie. Vous voyez dans quel contexte ils pensent, ces gens-là. Ils travaillent, à quel niveau ils opèrent. Miro, donc. Ce qui compte en peinture, c'est la poésie. Mais peut-être que la poésie avec Miro était peut-être un peu trop légère. C'est moi qui parle. Il y avait bien sûr Kandinsky, parlant de lui aussi, il essayait de saisir les choses d'une manière à la fois dynamique, ouverte et novatrice. Kandinsky, Miro parlait de poésie dans l'art, Kandinsky parlait du spirituel dans l'art. Bon, on est dans les mêmes pages, mais on vient de le voir d'une manière, à mon avis, plus puissante chez Gauguin. Le renouveau, je reviens à Kandinsky, le renouveau ne doit pas être formel, plutôt une renaissance de notre façon de penser. Mais peut-être que Kandinsky, c'est encore moi qui parle, Kandinsky était peut-être un peu trop spiritualiste. Un peu trop enfermé dans l'âme humaine. L'œuvre de Gauguin, pour terminer sur lui, c'est ma conclusion, l'œuvre de Gauguin reste sur l'horizon, reste présent et sur l'horizon, comme une des dernières grandes synthèses. Une des dernières grandes synthèses. Parcourue par une houle vitale, il y a une houle de vitalité énorme et sensorielle,
porteuse de cette aura qui distingue le plus grand art. Ayant dit ces quelques mots, ayant essayé de dire cela devant vous ce soir, il ne me reste plus, ce soir du 13 octobre 2018, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté.